Bonjour à tous et bienvenue à ce 24e épisode de notre émission hebdomadaire. C'est un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Sans plus tarder, voici les deux grands dossiers qu'on a préparés pour vous cette semaine à 7 jours sur Terre. D'abord, on se parle d'un phénomène aussi vieux que la guerre elle-même, opposant des grandes puissances et les armées du monde, le vol de technologies militaires. Partout sur la planète, les pays volent les armes de leurs adversaires, parfois pour les utiliser, les étudier ou carrément pour les copier. Il sera question de rétro-ingénierie, de ses avantages, de ses limites, ainsi que du potentiel militaire de l'espionnage industriel. Qui sont aujourd'hui les champions du monde et pourquoi? On poursuit ensuite avec un dossier fascinant qui plaira certainement aux amateurs de géopolitique. À un moment où l'approvisionnement en eau douce de plusieurs pays est remis en question, les guerres de l'eau figurent parmi les menaces les plus évidentes à la paix mondiale. Quels pays sont aujourd'hui au bord du gouffre et comment vont-ils s'en sortir? Nous aurons l'occasion de présenter plusieurs exemples et d'exposer les conflits potentiels les plus imminents. Tout ça et beaucoup plus cette semaine à 7 jours sur Terre. On se parle souvent 7 jours sur Terre de l'importance de posséder un avantage technologique sur le plan militaire. On expose à quel point ça peut transformer un conflit, bousculer le rapport de force et conséquemment changer le cours de l'histoire. Les exemples sont nombreux. De la poudre à canon jusqu'à la bombe nucléaire, les grandes puissances se sont toujours livrées bataille pour le contrôle des technologies les plus avancées. Pour une nation en temps de guerre, ça peut carrément faire la différence entre la victoire historique et la défaite humiliante. Aujourd'hui, avec la complexification constante des systèmes d'armement, mais aussi avec l'émergence du cyberespace comme nouveau champ de bataille, le rythme de cette course vers la domination technologique s'est considérablement accéléré. Pour rester dans le peloton de tête, il faut constamment investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies. Il faut faire preuve d'audace, essayer de voir où s'en va l'industrie, mais aussi quelles sont les menaces potentielles? Sur quoi travaillent nos adversaires et comment on pourrait contrer leurs projets? Or, parfois, c'est tout simplement insuffisant. Malgré nos meilleurs efforts, quelqu'un, quelque part, va développer une technologie avec une application militaire qui va nous placer à un sévère désavantage dans un éventuel conflit. C'est inévitable. Et lorsque ça se produit, on a deux options. La première, c'est d'investir massivement dans la technologie en question, de mobiliser un énorme effort national de recherche et de développement, tout en espérant que nos ingénieurs et nos universités soient en mesure de combler le retard accumulé. En d'autres mots, on livre une bataille de la connaissance, une véritable course pour l'hégémonie, dont les résultats sont loin d'être garantis et pour laquelle les coûts sont astronomiques. Mais ça, c'est la manière traditionnelle, dispendieuse et ennuyeuse. Comment est-ce qu'on fait vraiment pour avoir les meilleures armes? C'est là qu'entre en scène la deuxième option. Tricher, voler et copier tout le monde. Parce que soyons honnêtes, pourquoi passer des années à essayer d'imiter une technologie adverse alors qu'on peut tout simplement la voler et y avoir accès pour une fraction des ressources? Faut dire que c'est pas d'hier que les grandes puissances se livrent une guerre secrète pour le contrôle des technologies avancées. Certaines opérations ont carrément changé le monde. Pensons à la célèbre opération Paperclip, par exemple. Alors que la Deuxième Guerre mondiale tire à sa fin, les services secrets américains font tout en leur pouvoir pour exfiltrer autant de scientifiques possible, en dehors d'Allemagne nazie. Les chiffres sont hallucinants. Entre 1945 et 1959, les États-Unis ont recruté pas moins de 1800 scientifiques issus du régime nazi, avec l'objectif de récupérer son armement et de l'utiliser face à l'URSS. Les travaux de ces scientifiques ont permis de propulser les États-Unis, littéralement, jusqu'au statut de puissance technologique mondiale. Les applications sont nombreuses, les armes chimiques, les psychotropes, les médicaments, les systèmes de propulsion et de guidage. En fait, le programme spatial américain et la fuséologie moderne sont largement basés sur les travaux du scientifique allemand à l'origine des missiles V2, un ancien SS du nom de Werner von Braun.
C'est notamment von Braun qui a dirigé le célèbre programme Apollo. Notons que les Soviétiques ont fait exactement la même chose avec l'opération Osoaviakhim. Plus de 10 000 personnes sont exfiltrées vers l'URSS, menant à de nombreuses percées scientifiques ainsi qu'à la création du prolifique programme spatial soviétique. Bref, en recrutant des ingénieurs ou des scientifiques chez des puissances adverses, on se trouve à acquérir leurs connaissances, et c'est un des meilleurs moyens de subtiliser les secrets militaires. Or, il existe un moyen encore plus rapide, qui est presque garanti de produire des résultats, et c'est de voler la technologie en question, d'une manière ou d'une autre. Tout au long de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se sont volés des avions, des missiles et toute une variété de technologies, toujours avec l'objectif de les ramener en laboratoire afin de les étudier. L'aviation américaine a même été jusqu'à former un escadron top secret composé d'avions volés un peu partout dans le monde pour entraîner ses pilotes à les affronter. Ce genre d'opération est extrêmement commun encore aujourd'hui et les exemples récents sont très nombreux. En 2008, lors de la guerre entre la Russie et la Géorgie, la Russie a subtilisé 5 Humvees américains contenant toute une panoplie de technologies électroniques avancées. Ensuite, souvenez-vous lorsque Donald Trump a frappé le régime syrien avec des missiles de croisière Tomahawk en avril 2017. 59 missiles ont été lancés. Certains ont touché leur cible, d'autres ont été interceptés. Mais surtout, quelques-uns sont tombés sans exploser. Immédiatement après l'attaque, la Syrie a récupéré 2 missiles non explosés pour les offrir en cadeau à la Russie. Les missiles Tomahawk sont des bijoux de technologie militaire qui coûtent environ $1 million chacun. En étudiant en profondeur les systèmes de guidage, de communication et de précision du missile, les Russes peuvent mieux le neutraliser en cas de conflit. En fait, quelques mois plus tard seulement, la Russie a annoncé fièrement qu'elle allait développer un nouveau système de guerre électronique basé sur l'étude des Tomahawks offerts par la Syrie. Pour la Russie, c'est un cadeau tombé du ciel, littéralement. Or, ce n'est pas comme si les Américains ne profitaient pas aussi de ce genre de largesse. Pas plus tard qu'à l'été 2020, les États-Unis ont réussi à voler un système de défense antiaérienne russe de type Pantsir S-1. Le système était déployé en Libye afin de protéger l'armée du général Haftar face aux drones turcs et américains. Lorsque les États-Unis ont perdu un drone de type MQ-9 Reaper au-dessus de Tripoli, ils ont compris que quelqu'un, quelque part, opérait un système de défense aérienne et probablement un Pantsir S-1. Le Pantsir est en service depuis 2012 et cause un tort considérable aux Américains puisqu'il est vendu à de nombreux pays à travers le monde. S'ils pouvaient mettre la main sur un exemplaire fonctionnel de ce système, ce serait rien de moins qu'un coup de circuit. En juin 2020, les forces de la coalition internationale prennent la base aérienne de Al-Watiya ainsi que les fameux systèmes Pantsir. 3 jours plus tard, les États-Unis font décoller un C-17 depuis Charleston, en Caroline du Sud, pour ensuite se poser à la base américaine de Ramstein, en Allemagne, et finalement à Zouara, en Libye. Le C-17 est rempli de sa cargaison et ramené en douce vers les États-Unis. Évidemment, il y a plusieurs autres exemples. Le vol de technologie militaire est un phénomène normal dans un conflit armé, aussi vieux que l'armement lui-même. C'est une réalité presque inévitable. Si vous voulez éviter que vos armes finissent entre les mains de vos ennemis, alors aussi bien ne jamais les utiliser. Le vol se fait généralement de 3 manières. Déjà, on a exposé les 2 premières, soit le recrutement de talents étrangers et la saisie d'équipements pour fin de rétro-ingénierie. Aujourd'hui, c'est la 3e méthode qui est la plus déterminante, celle à laquelle ont le plus recours les grandes puissances depuis les 15 dernières années, soit l'espionnage industriel. En infiltrant les grands contracteurs de défense ou encore les entreprises situées plus tôt dans la chaîne d'approvisionnement, un pays peut se procurer tout ce dont il a besoin pour reproduire à peu près n'importe quel système d'armement. Que ce soit les matériaux, les procédés, les devis, les plans, tout est là. Il devient possible de retrancher des années, des milliards de dollars en recherche et en développement, tout en sautant par-dessus des générations entières de technologies précédentes. La promesse est formidable et au cours des dernières années, la Chine est devenue la championne mondiale incontestée de l'espionnage industriel. C'est au début des années 1990 qu'elle a constaté que son armée était largement dépassée sur le plan technologique et que cette dernière avait grand besoin d'être modernisée.
Il fallait des tanks, des missiles, des avions, mais les moyens étaient limités. Donc au lieu de développer ses propres plateformes, la Chine s'est tournée vers la Russie pour la plupart de ses besoins. À ce moment, l'URSS venait tout juste de s'effondrer, donc la Russie voyait en la Chine une bouée de sauvetage pour son industrie militaire en difficulté. Ce que Moscou n'a pas prévu, c'est la rétro-ingénierie en profondeur et la copie presque systématique des articles vendus à la Chine. Prenez le chasseur J-15 par exemple. C'est une copie directe du Sukhoi Su-33. Le J-11 et le J-16 sont des imitations du Su-27, alors que le système antimissile HQ-9 est le résultat d'une rétro-ingénierie du S-300 russe. Pour la Russie, c'est un vrai problème, puisque non seulement la Chine reproduit les armes pour elle-même, mais en plus elle les exporte à des pays étrangers, ce qui la place en compétition directe avec l'industrie militaire russe. En 17 ans, la Russie dit avoir dénombré pas moins de 500 cas de copies, allant des moteurs d'avions aux missiles, en passant par les réacteurs de fusées et les chasseurs. En conséquence, le progrès militaire chinois s'est fait à la vitesse grand V. En plus ou moins 20 ans, la Chine a réussi à transformer ses forces armées pour en faire une force de combat opérationnelle et moderne. Notamment grâce à une campagne massive de cyberespionnage, Beijing a pu infiltrer virtuellement toutes les grandes sociétés américaines dans le secteur de la défense et de la technologie, lui donnant accès à des secrets militaires d'une valeur inimaginable. Pensons-y pour un moment. Une entreprise comme Boeing, Dassault ou General Dynamics peut dépenser des centaines de millions en recherche et développement, parfois pour surmonter des défis techniques extrêmement complexes qui peuvent à eux seuls ralentir ou carrément bloquer l'entièreté d'un programme d'armement. Des ingénieurs travaillent pendant des mois rémunérés à des salaires considérables pour trouver une solution créative, innovante et parfois révolutionnaire. Certains repoussent les limites de la science matérielle alors que d'autres font directement dans la recherche fondamentale. Les sommes nécessaires sont gigantesques et facturées aux contribuables. Cet argent pourrait construire des ponts, des hôpitaux ou des écoles. Donc vous comprendrez l'avantage énorme que cela procure à la Chine de simplement voler une solution toute faite. Selon l'ancien directeur de la NSA, Keith Alexander, le cyberespionnage chinois pourrait mener au plus gros transfert de richesses de l'histoire en privant les États-Unis de leur avantage industriel, scientifique et technologique. Les drones sont un excellent exemple. En 2010, la Chine accusait un énorme retard et ses drones étaient tout simplement incapables de compétitionner avec les modèles occidentaux. Aujourd'hui, les drones chinois sont parmi les plus performants sur le marché. Ils sont exportés partout dans le monde. Or, comment est-ce possible selon vous? Entre 2010 et 2012, la Chine a systématiquement infiltré les sociétés américaines dans le secteur des drones, une à la suite de l'autre, pour un minimum de 20 entreprises. La cyberattaque, qualifiée à l'époque de plus ambitieuse de l'histoire, est un exemple parfait du modus operandi de la Chine. Au cours des 15 dernières années, c'est presque l'entièreté de l'inventaire militaire américain qui a été copié puis collé dans l'inventaire chinois. On parle de radars, de missiles, d'avions de chasse ou de transport, de systèmes de défense aérienne. La chaîne d'approvisionnement militaire est tellement longue et tellement complexe qu'il est pratiquement impossible de la rendre imperméable à l'espionnage industriel. Des centaines d'entreprises sont impliquées dans le développement et dans la production d'un avion de chasse de dernière génération, comme le F-35 ou le F-22. Ainsi, il ne faut pas se surprendre que les avions furtifs chinois soient pour le moins hautement inspirés des modèles américains. Les deux programmes ont été infiltrés. La Chine a énormément appris. Aujourd'hui, autant Washington que Moscou n'ont plus du tout envie de rire. Ce qui était autrefois rien de plus qu'un vulgaire caillou dans la chaussure se transforme progressivement en véritable monstre en dessous du lit. L'atmosphère frôle la paranoïa. Les propos de Richard Clark, un ancien conseiller à la Maison-Blanche en matière de cybersécurité, résument très bien le sentiment dominant aux États-Unis. Ma plus grande peur, dit-il, c'est qu'au lieu d'avoir un cyber-événement comparable à Pearl Harbor, nous aurons plutôt cette mort par 1000 coupures, celle où nous perdons notre compétitivité en nous faisant voler toute notre recherche et notre développement par les Chinois, et qu'on ne voit jamais vraiment l'événement ultime qui nous fait réagir, que ce soit toujours juste en dessous de notre seuil de souffrance, que compagnie après compagnie aux États-Unis dépensent des centaines de millions, parfois des milliards de dollars en recherche,
et que cette information aille gratuitement à la Chine. Au bout d'un moment, vous ne pouvez plus compétitionner. D'une manière, ce que fait la Chine en matière d'espionnage industriel a tous les attributs d'un acte de guerre hybride. En juillet 2021, l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, le Japon et la Nouvelle-Zélande ont tous participé à une déclaration commune pour dénoncer les actions de la Chine dans le cyberespace qu'ils qualifient de menaces majeures à leur sécurité nationale et économique. Par ailleurs, la Russie de Poutine commence elle aussi à perdre patience face aux pratiques de Beijing. En 2019, la Société nationale de défense Rostec s'est plainte publiquement du vol constant des technologies militaires russes par les cyberespions chinois. La Russie a mis en place toute une panoplie de méthodes pour stopper l'hémorragie, comme l'interdiction contractuelle explicite de faire de la rétro-ingénierie ou encore la vente en gros plutôt qu'à la pièce. Mais toujours, c'est sans succès. Avec le temps, la Russie a conclu que la rétro-ingénierie et le vol de propriété intellectuelle étaient des conséquences inévitables de la vente d'équipements militaires à la Chine. En conséquence, les Russes ont récemment développé une nouvelle philosophie face au vol de leur technologie militaire. Laisser les Chinois copier. D'abord, en reproduisant les équipements étrangers, la Chine se condamne à un rattrapage constant ainsi qu'à un désavantage perpétuel dans la course aux armements. Soyons clairs, il y a des limites évidentes à la stratégie chinoise, même si vous mettez la main sur des plans. Ça ne signifie pas nécessairement que vous comprenez la technologie en question ou encore que vous avez les usines ou même les compétences nécessaires afin de la reproduire. C'est un processus complexe et très dispendieux, donc à la mesure que la technologie militaire chinoise s'approche de la parité avec celle des États-Unis et de la Russie, le vol de technologie est de moins en moins payant et de plus en plus une entreprise condamnée à l'absurde. Pour vous donner une idée, au cours des années 90, la US Navy a dépensé plus de 69 millions de dollars et passé près de 10 ans à essayer de reproduire un aérogel pour les missiles nucléaires Trident qu'elle avait pourtant elle-même inventé durant les années 80. Les ingénieurs du projet Fogbank avaient tous soit pris leur retraite, soit passé à autre chose, alors que les documents avaient été détruits. La leçon, c'est que la rétro-ingénierie ne peut quand même pas faire de miracle. Si vous réussissez à copier une technologie adverse, félicitations. Mais en réalité, tout ce que ça veut dire, c'est que l'adversaire en question est déjà rendu ailleurs. Depuis quelques années, la Chine est tout simplement incapable de copier les turboréacteurs nécessaires pour faire décoller les avions de chasse depuis un porte-avions. Conséquemment, elle n'a pas le choix de limiter le poids des avions au décollage, qui a une incidence directe sur leur portée et leur capacité d'armement. Les tolérances microscopiques qui sont nécessaires à la fabrication des réacteurs modernes sont tout simplement au-dessus des capacités actuelles de la Chine en matière de sciences matérielles. En ce moment, les designs et les plans des entreprises étrangères sont remis directement dans les mains des sociétés d'État, mais elles sont généralement moins innovantes et moins efficaces. Lorsqu'il est question de progrès militaire, la Chine découvre qu'il est impossible de tricher jusqu'au sommet. Il faut un sens de l'innovation et ça, c'est un attribut hautement culturel qui n'apparaît pas du jour au lendemain. Dans presque tous les pays, un chef politique a déjà promis la prochaine Silicon Valley, tellement que c'est presque devenu un cliché. Mais le problème, c'est que ça n'arrive pas en claquant des doigts. Les universités chinoises ont beau former chaque année des ingénieurs et des scientifiques par millions, ça ne sert strictement à rien. Ils vont tous copier ce qui a déjà été fait avant eux. L'innovation ne se fait pas à coup de décret. Il faut un environnement où la créativité, l'audace et la prise de risque sont tous encouragés. Il faut trouver un équilibre entre la récompense potentielle et les sacrifices nécessaires. Mais aussi, il faut un puissant écosystème de contre-culture pour permettre la circulation des idées nouvelles et différentes. Déjà, une ville comme Shenzhen n'a plus grand-chose à envier à la Silicon Valley. L'esprit entrepreneurial chinois est naissant, mais il évolue à une vitesse remarquable. La Chine est donc à la croisée des chemins. Si elle veut devenir la première puissance mondiale et asseoir son hégémonie pour les décennies à venir, elle doit absolument trouver le moyen de s'affranchir de sa dépendance à l'espionnage industriel. La Chine doit produire elle-même les technologies qui font l'envie des autres. Et pour ce faire, le Parti communiste n'a pas vraiment le choix. Il doit apprendre à lâcher prise. Par définition,
Le progrès et l'innovation vont régulièrement échapper à son contrôle. Est-il prêt à vivre avec cette réalité? Nous le découvrirons très bientôt. En terminant, je vous pose la question. Pensez-vous que la Chine va réussir son pivot vers la production de technologies militaires indigènes? Ou est-ce que le modèle communiste chinois représente en soi une barrière insurmontable à l'innovation? C'est un débat fascinant et j'ai hâte de vous lire là-dessus. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt. Si vous aimez l'émission jusqu'ici, une mention j'aime ou un abonnement à la chaîne serait vraiment apprécié. Sans plus tarder, voici le deuxième segment de l'émission. Imaginez que votre approvisionnement en eau ne comblait pas vos besoins, que vous en aviez toujours moins à chaque année et que ça atteignait un point où c'est carrément votre survie qui est menacée. Imaginez maintenant que votre voisin vit la même situation, que vous partagez les mêmes ressources en eau et qu'elles s'épuisent à vue d'œil au fil du temps. À votre avis, comment tout ça va se terminer? Pour plusieurs pays, les guerres de l'eau sont de plus en plus un enjeu existentiel à court terme. Selon un rapport de l'ONU, d'ici 2025, les 2/3 de la population mondiale vont vivre dans des régions où l'eau douce est rare. Et d'ici 2040, la majorité ne pourra pas entièrement satisfaire ses besoins. Pénurie d'eau douce, pénurie alimentaire, quelquefois même pénurie énergétique. Tous les ingrédients sont là pour un scénario catastrophe. Certains cours d'eau sont considérés plus à risque que d'autres. Le Gange, le Nil, l'Indou, le Tigre et l'Euphrate, puis finalement le Colorado sont les pires d'entre tous. On voit donc que les pays les plus touchés se situent essentiellement au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, puis en Asie centrale et en Asie du Sud. Déjà aujourd'hui, plusieurs de ces pays utilisent plus de 80% de l'eau douce annuellement disponible et les choses ne font qu'empirer. Dans ces régions où les populations sont en pleine croissance, où les tensions sociales sont déjà exacerbées, où les États sont instables et où les conflits militaires sont récurrents, les guerres de l'eau pourraient très bien devenir l'étincelle qui met le feu aux poudres. Pour comprendre la précarité de la situation, examinons ensemble certaines des rivalités les plus explosives. Premier cas de figure, la Syrie contre la Turquie. Le Tigre et l'Euphrate qui coulent en Irak et en Syrie ont leur source en territoire turc. Pour la Turquie, c'est une mine d'or à exploiter. La construction de réservoirs pour l'irrigation et la prévention des inondations permettent d'assurer le développement agricole d'une région plutôt défavorisée. Ensuite, la construction de barrages hydroélectriques permet de fournir une énergie propre, renouvelable et abordable à la population. Les intentions sont louables et semblent tirer tout droit du manuel du développement durable. Le problème, c'est que les pays en aval ne sont pas du tout pris en considération. Pour eux, l'ensemble des infrastructures prévues par la Turquie font perdre 50% du débit naturel du Tigre et 70% de celui de l'Euphrate. C'est énorme. Et c'est d'autant plus problématique si on considère la demande totale en eau de la Turquie, de la Syrie et de l'Irak, qui s'élève à 107% du potentiel du Tigre et à 147% du potentiel de l'Euphrate. Les tentatives de négociation pour assurer un meilleur partage aboutissent à des impasses. Bref, c'est une véritable course contre la montre. Et la Turquie place bien ses pions. L'impact en Syrie est considérable. D'emblée, la Syrie est un des pays les plus secs du monde. Mais en plus, de 2006 à 2011, le pays connaît une sécheresse majeure. 75% des fermes font faillite. 85% du bétail meurt. 1,5 million de fermiers et d'agriculteurs déménagent vers les villes pour trouver du travail. Quand on ajoute la détérioration de l'économie, l'instabilité sociale, l'émergence des groupes islamistes, on a devant nous la révolution du printemps arabe, menant directement à la guerre civile qui dure encore aujourd'hui. Faut pas négliger l'impact de l'approvisionnement en eau sur les enjeux de sécurité. Les deux sont directement reliés. Deuxième cas de figure, l'Égypte contre l'Éthiopie. L'enjeu entre les pays est similaire à celui entre la Turquie et la Syrie. Pendant des centaines d'années, l'Égypte considère le Nil comme sa propriété exclusive. Toute sa civilisation se développe autour de lui. Pour les Égyptiens, il a donc une importance capitale, non seulement au point de vue politique et économique, mais aussi d'un point de vue culturel et historique. Le problème, c'est qu'il y a 10 autres pays qui se situent directement dans le bassin versant du Nil et qui ne profitent pas à leur juste valeur des possibilités offertes par le grand fleuve. À partir du début du 20e siècle, ils font pression pour que ça change.
Au départ, c'est essentiellement le Soudan qui s'en occupe, mais plus récemment, c'est l'Éthiopie qui prend le relais. Après des années de misère, le pays vit une période de développement économique sans précédent. Il y a un projet d'infrastructure en particulier qui incarne le progrès du peuple éthiopien, le barrage de la Renaissance. Grâce à ce barrage, le pays accélère sa croissance tout en comblant ses besoins énergétiques. L'enjeu, c'est qu'il est situé sur le Nil bleu, l'affluent du Nil qui fournit 85% de son débit. D'un coup, l'approvisionnement en eau douce de l'Égypte est directement menacé. En théorie, son accès à l'eau ne peut seulement que diminuer avec le temps. Or, sa population est en pleine croissance. De 95 millions en 2017, elle devrait atteindre 151 millions en 2050. En conséquence, le ton monte avec l'Éthiopie. Les efforts de négociation n'arrivent à rien. Chacun fait miroiter la possibilité de faire intervenir son armée. Et la façon dont cette saga va se terminer pourrait très bien créer un précédent sur la façon de gérer les conflits hydriques. Aujourd'hui, le monde entier retient son souffle. Est-ce qu'une guerre de l'eau se prépare ou est-ce que la diplomatie peut toujours intervenir? Troisième exemple, l'Ouzbékistan contre le Kirghizistan et le Tadjikistan. Essayez de dire ça 3 fois. Le découpage territorial de ces pays remonte à l'époque soviétique. Le but était de tracer les frontières de façon à empêcher l'émergence d'une seule puissance et à maintenir la tutelle russe sur la région, littéralement diviser pour mieux régner. Encore aujourd'hui, rien n'arrive en Asie centrale sans que la Russie n'ait d'abord donné son aval. Les limites entre les pays font en sorte qu'ils dépendent largement les uns des autres pour l'approvisionnement en plusieurs ressources. Et c'est dans la vallée de la Fergana, où coule le fleuve Syrdarya, que les efforts de morcelage par l'URSS sont les plus apparents. La vallée est habitée par 14 millions d'habitants, c'est-à-dire le quart de la population régionale, ce qui représente la plus haute densité de population de toute l'Asie centrale. La principale activité économique, c'est l'agriculture, surtout la culture du coton, et chacun des pays a besoin d'eau douce pour l'irrigation. Toutefois, un coup d'œil sur la répartition du territoire et on s'aperçoit que la bonne entente est pour le moins difficile à atteindre. La vallée, qui forme une unité géographique claire, est pourtant divisée en 3 enclaves. De fait, les tensions sont fréquentes. Des groupes ethniques disséminés aléatoirement dans les 3 pays vivent dans une peur constante. Les affrontements sont récurrents et souvent extrêmement violents. Et parmi la liste des problèmes importants qui reviennent constamment, l'eau, encore et toujours. Chacun conteste la gestion de l'eau du pays voisin. Au final, la vallée de la Fergana est une des régions du monde dont le contrôle est le plus chaudement disputé. Ici, on ne parle pas d'un horizon à court ou à moyen terme. Les guerres de l'eau ont déjà cours. 4e cas de figure, l'Inde contre le Pakistan. Il s'agit d'une des rivalités contemporaines les plus actives. Ils sont méfiants et hostiles l'un envers l'autre. Ils sont aussi tous les deux dans le top 10 des pays les plus précaires vis-à-vis de l'eau douce. Parmi les enjeux les plus conflictuels, on retrouve le contrôle du Cachemire et plus particulièrement de l'Hindou. Après la partition des Indes en 1947 par le Royaume-Uni, le Pakistan perd l'emprise sur la source du fleuve qui passe sous l'autorité de l'Inde. Le problème, c'est que le système d'irrigation du Pakistan, absolument nécessaire pour son agriculture, dépend entièrement de l'hindou. La menace est directe. En 1960, la Banque mondiale négocie un traité qui finit par lier les 2 pays. Selon le traité, chacun contrôle 3 des 6 rivières qui forment la source de l'Hindou dans le Cachemire. La répartition des rivières fait en sorte que le Pakistan profite de 80% du débit du fleuve et l'Inde de 20%. Le traité prévoit aussi que l'Inde puisse profiter d'une utilisation illimitée de l'hindou pour toutes les activités qui ne consomment pas de l'eau, comme la navigation et la pêche. Finalement, l'Inde ressort désavantagée de toute cette affaire et c'est le Pakistan qui tient le gros bout du bâton. Depuis, le conflit n'a jamais dégénéré en guerre de l'eau. En ce sens, le traité est considéré comme une des meilleures ententes contemporaines relatives au partage d'un cours d'eau. Cela dit, tout ça ne tient qu'à un fil. Chaque fois qu'un conflit éclate entre l'Inde et le Pakistan, l'un comme l'autre menace de saboter le système de gestion de l'eau. Il suffit que l'Inde fasse un jeu de puissance, prenne le contrôle des 6 rivières qui forment la source de l'Hindou, et le Pakistan serait de retour à la case départ. La tentation est forte, mais s'il fallait que les 2 pays se sautent à la gorge sur la question de l'eau douce,
ça déclencherait une crise humanitaire presque sans précédent. Dernier cas de figure, Israël contre la Palestine. Le conflit israélo-palestinien est à l'avant-plan des enjeux internationaux. De façon générale, il est présenté sous l'angle ethnique et religieux, celui de la confrontation des civilisations juives et arabo-musulmanes, puis de la lutte des Palestiniens pour leur autodétermination face à la domination des Israéliens. Or, un des aspects les moins évoqués et pourtant les plus déterminants est l'accès au Jourdain. Depuis sa création, Israël considère l'approvisionnement en eau douce comme un enjeu national de premier plan. De fait, la ressource est particulièrement rare dans la région. Si la guerre de 6 jours a eu lieu en 1967, c'est au moins partiellement en raison de cet enjeu. Le plateau du Golan, le lac de Tibériade et la Cisjordanie, qui sont depuis occupés par Israël, sont des points stratégiques qui permettent au pays de s'assurer le contrôle sur l'eau du Jourdain. Des ententes ont été convenues pour tenter d'équilibrer le partage des eaux, mais la relation entre Israël et la Palestine n'a jamais été des plus harmonieuses. Pour les Palestiniens, la tutelle israélienne sur la gestion de l'eau est tellement contraignante qu'elle empêche l'amélioration de leurs conditions de vie. Ils en sont réduits à acheter de l'eau en bouteille aux Israéliens. La dépendance est totale. D'un autre côté, Israël considère que le contrôle du Jourdain est essentiel à son existence en tant qu'État. Aucun des États arabes ne voulait d'Israël dans le Moyen-Orient. S'ils avaient pu fermer le robinet vers Israël, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. La menace a toujours été existentielle. À l'inverse, le fait que le Jourdain soit sous l'autorité israélienne donne un levier politique à Israël qui est à la base de sa puissance régionale. Jamais, en ce sens, ne va concéder une quelconque forme d'indépendance aux Palestiniens en ce qui a trait à la gestion de l'eau. Entre Israël et la Palestine, on dirait bien que la guerre de l'eau est sans issue. Avec la normalisation de la relation avec les pays arabes, il semblerait que le contrôle d'Israël sur le Jourdain soit virtuellement incontesté dans la région. On constate à travers tous ces exemples qu'il n'est pas seulement question de gentils et de méchants. Tout le monde défend ses intérêts les plus fondamentaux. Le problème, c'est que plus l'eau douce se fait rare, plus les conflits sont nombreux et violents. On voit déjà se profiler à l'horizon un nuage dont les contours n'ont pour le moins rien de rassurant. À quoi vont ressembler les guerres de l'eau dans le futur? Est-ce que des technologies émergentes vont permettre d'éviter le pire? Ou est-ce que l'eau est en voie de devenir une des plus grandes sources de conflits armés? La question est sur la table. L'histoire va y répondre. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.